Bonjour, toujours dans le chapitre relatif aux pesticides, aujourd'hui nous allons parler d'une autre catégorie d'insecticides. Il s'agit notamment des pérétrinoïdes. Pour cela, nous allons tout d'abord introduire le sujet en passant par quelques généralités et par la connaissance de leurs propriétés physico-chimiques. Ensuite, nous allons savoir comment et où utiliser ces produits et quelles sont les sources d'exposition aux pérétrinoïdes avant de passer à leur toxicocénétique. Et par la suite, nous allons aborder ensemble le mécanisme d'action des pérétrinoïdes et les conséquences qui en résultent en termes de symptomatologie. Enfin, nous finissons par le traitement des intoxications aux pérétrinoïdes et comment poser le diagnostic d'une intoxication à ces derniers. Alors, il faut savoir que les pérétrinoïdes sont les analogues synthétiques des alcaloïdes naturels qu'on appelle pyréthrine 1 et 2, cinérine 1 et 2, jasmoline 1 et 2, que l'on peut extraire de la fleur jaune de Chrysanthemum cineratia folium. Employés en Chine dès le 1er siècle de notre ère, les extraits de pyrètre n'ont été abandonnés par les agriculteurs qu'au début des années 1940 avec l'avènement des insecticides organiques de synthèse. Les fleurs sont cependant toujours cultivées au Kenya et en Tanzanie. Les pérétrines naturelles ont l'inconvénient d'être très rapidement inactivées par la lumière, ce qui limite considérablement leur usage en extérieur. Alors, de là, nous comprenons que les pérétrinoïdes sont largement utilisés en agriculture. Ils sont également présents dans notre environnement quotidien comme principe actif de différentes spécialités, comme dans les shampoings anti-poux. Ils sont aussi utilisés en médecine vétérinaire. Ils constituent des matières actives d'insecticides, des produits ménagers, et ils sont aussi utilisés comme produits de jardinage et comme xyloprotecteurs. De par leur faible persistance, ils ne sont pas très présents dans l'environnement. Pourquoi s'intéresser à ces substances-là? Tout d'abord pour leur effet irritant pour les muqueuses et la peau, qui va rendre compte des effets observés en milieu domestique, bien qu'on va voir que cet effet n'est pas forcément dû à la matière active. Et pourquoi? Par rapport à leur grande utilisation dans notre vie quotidienne, donc ils vont constituer un risque d'exposition à ces produits-là. Quels sont les pérétrinoïdes? Alors, le terme pérétrine désigne le mélange de 6 molécules que j'ai déjà citées, formant ainsi l'extrait naturel, chimiquement parlant, un extrait ou un mélange de terpènes. Ils sont utilisés en combinaison avec le butoxyde de piperonil, qui est un adjuvant. Il est synergisant aussi. Donc, ce solvant-là, inhibiteur des oxydases de l'insecte, lui aussi, il a sa propre toxicité. Les pérétrines sont très efficaces contre les insectes, mais étant photolabiles, comme je l'ai déjà mentionné, leur persistance dans l'environnement est limitée. Donc, à partir des pérétrines qui sont naturelles, nous avons pensé à synthétiser d'autres molécules plus stables qui ont constitué des pérétrinoïdes. Ce sont des pérétrines synthétiques. Alors, ces pérétrinoïdes, ce sont des insecticides de synthèse avec un noyau structural similaire à celui des pérétrines, comme vous pouvez ici donc le voir, et ils se dégradent moins rapidement dans l'environnement avec une efficacité maintenue pendant une période de temps plus importante. Leur origine, donc, il faut savoir que le premier chef de file ou le premier produit insecticide étant l'alétrine. Alors, cette alétrine, donc, c'est un insecticide pérétrinoïde de première génération, malheureusement, donc, photolabile. Ici, donc, à partir de là, plusieurs molécules ont été synthétisées, comme la cypermétrine, la deltamétrine et d'autres molécules de pérétrinoïdes.
Quels sont les usages des péritrénoïdes? Alors, comme c'est déjà mentionné, donc ils sont utilisés en agriculture pour le traitement des différentes cultures, dont la dose peut varier de quelques grammes jusqu'à quelques kilos par hectare. Comme ils peuvent être utilisés en médecine humaine et vétérinaire comme antiparasitaires externes, par exemple contre la gale ou contre les tiques et les puces en médecine vétérinaire, ou carrément utilisés dans la lutte antivectorielle comme la lutte contre le paludisme. Aussi, les péritrénoïdes sont largement utilisés particulièrement ces dernières années en Algérie, en milieu domestique, donc comme insecticide ménager, surtout comme anti-moustique, avec une concentration de la matière active extrêmement faible de 0,01 à 2,5%, ce qui reflète leur efficacité. Et de là, nous pouvons déduire les sources d'exposition aux péritrénoïdes, comme nous l'avons toujours vu avec les différentes monographies. Donc, l'exposition peut concerner aussi bien la population générale que la population professionnelle, donc au milieu professionnel. En ce qui concerne la population générale, souvent il s'agit d'une intoxication accidentelle, mais l'intoxication volontaire aussi, elle reste importante au milieu rural le plus souvent, mais comme je vous ai dit, comme ce sont des insecticides très utilisés ces derniers temps, même au milieu urbain, on peut rencontrer ou recenser des cas d'intoxication à ces produits-là. Alors, la voie d'exposition peut être diverse, donc par ingestion, inhalation, par projection donc sur la peau et les muqueuses, notamment la muqueuse oculaire. Alors, par ingestion, nous parlerons plutôt de résidus alimentaires, soit au niveau de la denrée alimentaire, soit au niveau de l'eau, quoique l'eau aussi, elle est considérée comme une denrée alimentaire, c'est une denrée alimentaire autre que l'eau. Et si l'ingestion, donc là, on est quelque part protégé, puisque ces substances-là sont hydrolysées au niveau du sol. Par contre, si c'est par inhalation, elles vont plutôt se présenter sous forme de vapeur et ce sont les vapeurs de solvant qui vont actionner cette toxicité. Il faut savoir que les péritrénoïdes sont très faiblement volatiles, donc en tant que solvant ou en tant que liquide, et donc ceci va constituer une source d'exposition peu importante. Nous passons à l'exposition professionnelle. L'exposition au milieu professionnel se fait dans les usines de fabrication et de conditionnement de ces produits-là, ou dans les milieux, le milieu où on a l'usage ou l'utilisation de ces produits, comme chez les agriculteurs ou chez les salariés agricoles. Aussi, nous pouvons observer une exposition aux péritrénoïdes en milieu professionnel suite à la contamination, soit lors de la préparation des bouillies et des solutions à base de péritrénoïdes, ou suite à la pulvérisation de ces derniers sans qu'il y ait une protection du manipulateur. Donc, nous répétons, les péritrénoïdes, ce sont des analogues synthétiques des alcaloïdes naturels qu'on appelle péritrines. Ces péritrines qui sont constituées de 6 molécules qui sont des isomères. Donc, on a les péritrines 1 et 2, la sénérine 1 et 2 et jasmoline 1 et 2. Vous allez voir quelles sont les différences de point de vue structural. Et donc, ceci dérive de la fleur du chrysanthème. Donc là, nous pouvons dire que les péritrénoïdes sont des esters d'un acide. Alors, soit de l'acide chrysanthematique ou l'acide péritrique, dont la structure commune entre les deux acides est la suivante. C'est un acide en C10 avec un noyau, donc au niveau du noyau cyclopropane. À partir de là, nous pouvons donc avoir deux types de molécules ou d'acides. S'il s'agit d'un radical méthyle au niveau de R1, au niveau de cette structure acide, il va former un acide chrysanthémique ou chrysanthématique.
Ou bien nous allons avoir un radical R1 au niveau de ce carbone-là. Donc, c'est un acide donc éthylique et là, ça va former l'acide péritrique. Donc, comme vous le voyez, à partir de là, il y aura formation d'ester. Alors, formation d'ester pour former ce que je vous ai déjà dit, soit des dérivés donc d'ester de l'acide chrysanthemique, ça va former la péritrine 1, la cinérine 1 et la jasmoline 1, ou bien des esters de l'acide péritrique en formant soit la péritrine 2, la cinérine 2 et la jasmoline 2. Alors, ici, regardez les différences. Les différences, soit donc on a le groupement méthyle au niveau de R1, comme vous le voyez là, pour les dérivés esters de l'acide chrysanthemique, avec une différence entre les trois, péritrine, cinérine et jasmoline, dont cette double liaison, absence de double liaison ou carrément un groupement donc méthyle. A contrario, les esters de l'acide péritrique, donc nous avons de ce côté-là donc ce que nous avons déjà mentionné, c'est-à-dire le CH3COOH, donc c'est un radical acide, et d'un autre côté, nous avons la même structure chimique ici par rapport aux dérivés de l'acide chrysanthemique. Donc, vous avez ces six isomères qui constituent donc ce mélange de péritrine. Les péritrinoïdes, ce sont des insecticides polyvalents. En effet, on peut les utiliser dans pas mal de domaines, comme nous l'avons vu, soit en milieu agricole, soit en milieu domestique, soit en médecine vétérinaire, en médecine humaine. L'exposition peut être par contact ou par ingestion. Chez l'animal ou chez l'insecte, nous allons avoir un effet knockdown, c'est-à-dire une sidération immédiate, une mort apparente du ravageur, avec une activité inhibitrice de la pente et de la prise de nourriture par les larves. Donc, ça va carrément éradiquer ces insectes-là. Maintenant, quelles sont les différences entre les péritrinoïdes naturels ou les péritrines et les péritrinoïdes synthétiques? Tous deux, donc, nous avons dit qu'ils sont constitués d'esters de l'acide cyclopropane carboxylique, comme nous l'avons déjà vu. Et selon donc la substitution du radical R1 et la substitution de R3, nous allons avoir soit des esters de l'acide chrysanthemique ou celui de l'acide péritrique. Nous commençons par les péritrinoïdes naturels, qu'on appelle aussi péritrines. Rappelons qu'il s'agit de 6 molécules, ce sont des isomères, alors avec un noyau structural commun qui va donc être constitué de quoi? D'un cyclopentanélone qui est là, d'un vinylcyclopropane qui est là, et ils sont reliés ou liés par une fonction ester, donc qui est au niveau intermédiaire ou médian. Alors ici, nous relevons 3 centres chiro avec qui vont être responsables d'une conformation spatiale différente et une activité différente selon la teneur en ces pourcentages d'énantiomères et d'isomères d'une manière générale. Si on doit s'intéresser aux péritrinoïdes synthétiques, là, il faut savoir que ils ont été synthétisés dans le but d'améliorer donc l'activité, l'efficacité et donc la stabilité de ces péritrines. Donc, un but qui a été atteint. Comment? En ajoutant un groupement nitrile en C-alpha à partir de type 1 de péritrinoïdes synthétiques qui était quand même plus stable par rapport aux péritrines, mais aussi ils n'étaient pas assez stables pour durer dans le temps. Et donc cette efficacité, cette photostabilité a été accentuée en y ajoutant un groupement C1, donc un cyanogroupe, qui a donc augmenté l'efficacité, mais en même temps aussi la toxicité de ces molécules-là. Et nous citons la deltamétrine, la cypermétrine que vous rencontrez souvent dans l'étiquetage des péritrinoïdes ou des insecticides utilisés en milieu domestique et en médecine humaine et vétérinaire.
Quelles sont les propriétés physico-chimiques de ces molécules? Il faut savoir que les péritrénoïdes, ce sont des molécules très liposolubles. Alors, les péritrénoïdes, ce sont donc, comme nous l'avons dit, des esters de l'acide cyclopropane carboxylique, avec la distinction des deux familles. Et donc là, cette liposolubilité va conditionner leur toxicité, mais aussi leur efficacité. Ils sont peu volatiles. Ils s'associent aux particules de poussière, comme je vous ai dit, ce sont des propriétés intéressantes et importantes à connaître pour déduire leur toxicité chez l'être humain et ceci par rapport à la voie d'exposition à ces produits. Les péritrénoïdes naturels sont photodégradables et hydrolysables, tandis que les péritrénoïdes synthétiques sont beaucoup plus stables et beaucoup plus efficaces. Quelle est la relation justement structure-activité des péritrénoïdes? Il faut savoir que l'activité biologique des péritrénoïdes dépend de deux facteurs qui sont la structure chimique et la configuration stérique. Je vous ai déjà parlé de l'existence de 6 molécules dans le mélange, mais aussi de leur centre chiro et l'activité stéréoisomérique. Et donc, tout ça va influer sur l'activité de ces péritrénoïdes. Du point de vue chimique, structural, c'est-à-dire l'ajout de cette fonction alcoolique 3-phénoxybenzélique a rendu les péritrénoïdes ou les pyrétrines plus photostables. Donc, on a gagné en stabilité, en photostabilité. Et comme je l'ai déjà dit, donc l'addition d'un cyanogroupe sur la fonction, donc toujours alcoolique 3-phénoxybenzélique, a augmenté leur efficacité, c'est-à-dire leur puissance, comme le montre cette structure chimique. Donc l'ajout de cette structure phénoxybenzélique a augmenté la stabilité et l'ajout de le cyanogroupe a augmenté l'efficacité, donc la puissance de l'insecticide. Ça, du point de vue structural. Du point de vue configuration stérique, donc là, comme je vous ai dit, donc il y a les énantiomères et il y a les cis-trans aussi isomères. Donc là, vous allez avoir donc ces centres chiro et les doubles liaisons qui vont donner cette panoplie d'isomères. Cette isomérie donc va être responsable de l'existence de plusieurs conformations stériques avec une spécificité isomérique des péritrénoïdes et cette spécificité isomérique, elle va différer d'une substance active à l'autre. Pourquoi? C'est par rapport à la teneur de chaque isomère dans le mélange. Et de là, si on parle de cette différence de ce point de vue, nous allons plutôt dire qu'une même substance active peut avoir différentes combinaisons d'isomères et donc on aura différentes formulations possibles. C'est pour cela que pour la même famille d'insecticides qui sont les péritrénoïdes, nous pouvons observer une différence d'efficacité et donc une différence de toxicité. Passons à la toxicocénétique des péritrénoïdes. Alors, tout d'abord, il faut savoir, voici donc, avant de passer à la toxicocénétique, voici un schéma récapitulatif qui va donc montrer le devenir de ces péritrénoïdes à partir de leur formulation, de leur production, en passant par leur passage dans l'environnement, soit au niveau donc des trois écosystèmes, c'est-à-dire l'air, eau et sol, soit dans l'aliment, soit par rapport aux produits eux-mêmes, qui vont donc constituer des toxiques auxquels l'être humain est exposé, soit par ingestion, soit par inhalation ou par projection au niveau oculaire, au niveau cutané, et donc ils vont se retrouver au niveau de la circulation générale, et là on va carrément parler d'une population exposée, soit en milieu donc professionnel ou non professionnel.
Et là, nous abordons la toxicocinétique. D'une manière générale, il faut savoir qu'il existe peu de données en ce qui concerne la toxicocinétique des péritrénoïdes, mis à part quelques données relatives à la cyflutrine, cypermétrine et la permétrine. Aussi, il faut savoir que aucune étude n'a fourni un profil temporel complet de l'élimination d'un péritrénoïde par voie orale. Nous commençons par donc l'absorption. La biodisponibilité des péritrénoïdes est faible, quelle que soit la voie d'exposition. Chez le volontaire sain, la pénétration percutanée ne porte que sur 0,1 à 1%. Elle est de 0,3% par exemple pour la cypermétrine de la dose déposée sur la peau. Elle reste quand même limitée. Elle est augmentée cependant lorsque l'insecticide est véhiculé par un solvant pétrolier, comme nous l'avons déjà dit comme introduction. La tiflutrine, semble faire exception puisque les études animales de toxicité de cette molécule par voie dermique indiquent une bonne résorption cutanée. Par ailleurs, il faut savoir que plusieurs études métrologiques ont montré que l'absorption respiratoire représentait moins de 1% de la dose déjà très faible absorbée par la peau. C'est-à-dire si on devait comparer l'absorption par voie respiratoire par rapport à la voie cutanée, il a été constaté qu'elle ne dépassait pas 1% déjà par rapport à la dose qui est déjà faible de la voie cutanée. En effet, les péritrénoïdes ne sont pas volatiles et les gouttelettes d'aérosol générées par les pulvérisateurs sont retenues au niveau des voies aériennes supérieures. Voilà, ici, donc, par les voies aériennes supérieures. Dans certaines circonstances, néanmoins, comme par exemple l'emploi de formes plus virulentes de granulométrie ultra fine ou par un traitement en hauteur dans les lieux confinés, l'inhalation pourrait être prédominante. Après ingestion, les péritrénoïdes subissent une hydrolyse par des estérases non spécifiques du tube digestif, limitant limitant l'absorption systémique. Donc, nous passons à la distribution. De par l'hypophilie, donc les péritrénoïdes ont une capacité de traverser facilement, aisément les membranes, avec une rapide distribution dans tous les tissus, notamment les tissus qui sont qui sont les mieux vascularisés et riches en matières graisseuses. L'effet du premier passage hépatique va donc être responsable d'une dégradation de ces derniers en métabolites secondaires au niveau hépatique de façon très rapide. Par exemple, si on s'intéressait à la deltamétrine, il a été rapporté que 0,3% de la dose systémique absorbée, c'est-à-dire la dose qui se retrouve au niveau de la circulation générale, va passer au niveau du cerveau. Et là, donc, il y aura une accumulation au niveau des tissus adipeux, au niveau de la peau et des tissus musculaires, avec un passage rapide en quelques minutes. Aussi, il faut retenir que le fait qu'il soit stocké dans les tissus adipeux et on peut observer pour certaines molécules et dans certaines situations un relargage plus lent qui va aller de quelques heures à quelques jours, un relargage à partir du tissu adipeux vers la circulation générale. Nous avons parlé de leur hydrolyse par des estérases non spécifiques du tube digestif qui limitent leur absorption digestive. En effet, il faut rendre le but étant de rendre les xénobiotiques plus hydrosolubles afin de les éliminer de façon très facile. Donc là, ils vont subir comme d'habitude les deux types de réactions, de réactions de biotransformation, à savoir les réactions de biotransformation de
phase 1, notamment et particulièrement l'oxydation et l'hydrolyse, et les réactions de phase 2 qui est la conjugaison. Alors pour la première étape, donc qui est l'oxydation, qui va se faire par le cytochrome P450 humain avec ses phénotypes, et l'hydrolyse qui va se faire par des estérases que nous appelons les carboxylestérases humaines 1 et 2. À partir de la circulation générale au niveau hépatique qui vont subir cette biotransformation pour être justement transformés en métabolites hydrosolubles suite à un clivage hydrolytique du groupement ester par ces estérases et suite à une oxydation par le cytochrome P450 avant d'être transformés en métabolites hydrosolubles sous forme majoritaire d'acide carboxylique. Cette biotransformation, donc, qui se fait de façon très rapide et au niveau, essentiellement au niveau hépatique, il va y avoir tout d'abord des réactions d'hydrolyse. Et là, on aura des réactions chez l'homme, donc ce sont des réactions majoritaires chez l'homme, avec une rupture de cette liaison ester. Pour les péritrénoïdes de groupe 2, rappelez-vous qui renferment le cyanogroupe, ça va être responsable de la formation de thiocyanate. Et en ce qui concerne l'oxydation qui fait intervenir les cytochromes P450, on aura la formation des acides carboxyliques type acide 3-phénoxybenzoïque, et d'autres métabolites hydroxyliques dérivés de l'acide cyclopropane carboxylique. Alors pour cela, je vous demande de retenir ces métabolites qui restent quand même importants et qu'on pourrait identifier au niveau urinaire. Alors je répète, à retenir les acides carboxyliques type 6 et trans DCCA et donc le 3-BPA. Nous prenons l'exemple de la permétrine et de la cypermétrine. Donc, ce sont deux molécules appartenant aux deux groupes avec une structure différente, surtout pour le cyanogroupe. Là, nous rappelons qu'il existe ces deux types de métabolites. Celui qui est l'acide 3-phénoxybenzoïque, le 3-PBA, à retenir, et l'acide 3,2,2-dichlorovigny-2,2-diméthylcyclopropane 1 carboxylique qui est le DCCA avec deux donc isomères 6 et trans. Voici donc un schéma qui va illustrer tout cela. Donc, il s'agit de permétrine ou de cypermétrine, donc avec cette différence de cyanogroupe, donc la permétrine sans ce groupement et la cypermétrine, elle inclut ce groupement CN. Donc, dans les deux cas, il y aura formation, comme nous l'avons dit, des dérivés donc de l'acide phénoxybenzélique et des dérivés de l'acide DCCA, soit en cis, soit en trans. Et ceux-ci vont être conjugués pour être éliminés facilement au niveau urinaire. Aussi, donc, les métabolites conjugués sont éliminés dans les urines à raison de 40 jusqu'à 70% selon les molécules. Plus accessoirement, et pour les molécules les plus liposolubles dans les selles, il n'y a pas cependant d'effet d'accumulation significatif. Donc, il n'y a pas cette accumulation significative, même si nous avons parlé d'un phénomène de stockage par rapport à d'un phénomène plutôt de relargage à partir des tissus adipeux. C'est-à-dire que si on devait les comparer par rapport aux polluants organiques persistants où leur persistance elle est en termes de plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, là donc c'est quelques heures à quelques jours, donc nous ne pouvons pas vraiment parler d'un phénomène donc d'accumulation de persistance, mais il faut retenir que les molécules les plus elles vont se stocker au niveau du tissu adipeux pour être relarguées même quelques heures jusqu'à quelques jours après l'intoxication. D'ailleurs, pour la deltamétrine, on a une demi-vie d'élimination qui peut aller de 10 jusqu'à 13 heures. Nous passons à présent au mécanisme d'action
des péritrénoïdes. Il faut savoir que les péritrénoïdes, ils vont agir particulièrement et précisément sur le système nerveux central et le système nerveux périphérique, et précisément au niveau donc cellulaire sur la partie axonale des neurones. Au niveau de cette partie-là axonale, il y aura un blocage donc des canaux sodiques membranaires, et de ce fait, nous parlons d'un mécanisme neuronal précisément au niveau de la partie axone des neurones. Ça, par rapport aux canaux sodiques voltage dépendants, mais il faut savoir d'un autre côté, et à des doses très importantes de péritrénoïdes, une autre ou d'autres actions peuvent être sont observées au niveau des récepteurs GABAergiques, mais aussi au niveau des canaux calciques et sur les ATPases. Et nous allons détailler un peu plus l'inhibition des péritrénoïdes des canaux sodiques voltage dépendants. Mais avant cela, rappelons quelques notions de base relatives au potentiel d'action. Alors regardez, donc normalement nous avons donc pendant le potentiel de repos, donc nous avons une ouverture des canaux à sodium à l'origine d'un phénomène de dépolarisation suite à l'augmentation de la concentration intracellulaire au sodium. Ensuite, nous allons avoir une montée de cette concentration intracellulaire de sodium qui va arriver à son maximum à l'origine d'une fermeture des canaux sodiques, mais d'une ouverture des canaux potassiques qui vont être responsables donc d'une hyperpolarisation avant donc d'arriver encore une fois au seuil ou bien au potentiel de repos. Donc de là, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que le phénomène de dépolarisation est imputé à l'augmentation intracellulaire du sodium, et que l'hyperpolarisation, elle coïncide avec l'augmentation des concentrations extracellulaires en potassium. Donc là, nous allons voir le phénomène pathologique, c'est-à-dire suite à l'exposition aux péritrénoïdes, au lieu qu'il y ait donc cette ouverture puis fermeture des canaux sodiques voltage dépendants, avec en parallèle donc l'ouverture des canaux potassiques, où on aura d'abord un phénomène de dépolarisation suivi d'un phénomène d'hyperpolarisation avant d'arriver au potentiel de repos. En présence de péritrénoïdes, ils vont inhiber les canaux sodiques voltage dépendants. À l'origine d'une ouverture, nous allons voir, de ces canaux de façon anormale, et il y aura donc une conséquence qui est l'inhibition de l'inactivation du potentiel d'action. Et avec modification de la conformation des unités alpha des canaux sodiques voltage dépendant, qu'est-ce qui va en résulter? Il va y avoir soit une augmentation de la fréquence d'ouverture des péritrénoïdes de type 1, ou bien une prolongation du temps d'ouverture qui est normalement de 0,5 millisecondes, qui va aller au-delà jusqu'à 1 seconde pour observer pour les péritrénoïdes de groupe 2. D'ailleurs, là, normalement, ça devrait vous faire rappeler la différence de mécanisme d'action par rapport à l'ouverture des canaux chlorure due à l'action des benzodiazépines et des barbituriques, où la différence, elle consiste dans soit l'augmentation de la fréquence d'ouverture, soit dans la prolongation du temps d'ouverture. Donc là, c'est le même principe. Nous avons le groupe 1 de péritrénoïdes, donc il va engendrer une augmentation de la fréquence d'ouverture, alors que les péritrénoïdes 2, ils vont causer une prolongation du temps d'ouverture de ce dernier. Et là, nous allons avoir justement des potentiels d'action successives en forme en train. Et ça, c'est ça qui va être responsable de cette sidération immédiate chez l'insecte et d'une toxicité chez l'homme. Encore une fois, à travers cette diapositive, je vais encore expliquer le mode d'action des péritrénoïdes pour mieux
marquer les esprits par ce mécanisme-là. Regardez, en état physiologique, on a tout d'abord une ouverture de ce canal sodique voltage dépendant. Ensuite, on aura une activation de cette ouverture jusqu'à sa fermeture. Et ceci va avoir donc un potentiel d'action normal, c'est-à-dire d'abord, après donc un potentiel de repos, nous allons d'abord avoir une dépolarisation, ensuite une hyperpolarisation et un retour au potentiel de repos. Ça, ça va être responsable d'une propagation de ce potentiel d'action au niveau de l'axone, responsable d'une contraction musculaire normale. Cependant, en présence de ces péritrénoïdes, comme nous l'avons déjà expliqué, il y aura donc une ouverture continue de ce canal sodique qui est voltage dépendant. Cette ouverture continue va être responsable de quoi? D'un déclenchement répétitif de ce potentiel d'action. Nous avons parlé d'un potentiel d'action en train, avec soit, comme nous l'avons dit, une augmentation de la fréquence de potentiel d'action observé pour le type 1, ou bien nous allons avoir une ouverture continue, d'une prolongation du temps d'ouverture de ce canal-là, responsable d'une dépolarisation continue. Quoi qu'il en soit, nous allons observer des tremblements, des convulsions, une incoordination avec salivation expliquée par ce mécanisme d'action toxique. Il faut savoir que la toxicité des péritrénoïdes dépend de plusieurs paramètres. Ces paramètres, non seulement donc, ils vont dépendre de l'intoxiqué, mais aussi du toxique lui-même. En effet, il a été observé et constaté que les molécules péritrénoïdes appartenant au groupe 2, c'est-à-dire celles qui renferment le cyanogroupe, sont plus toxiques que celles qui ne le renferment pas, c'est-à-dire de type 1, que l'isomérie et les isomères 1R sont plus toxiques que l'isomère 1S, et que la voie d'exposition, c'est-à-dire par donc la voie orale, respiratoire et cutanée, conditionne aussi cette toxicité du moment où nous avons évoqué une notion d'hydrolyse par les estérases au niveau de l'estomac. Donc, ça va quelque part protéger l'intoxiqué par rapport, par exemple, à la voie orale où il y aura passage direct dans la circulation générale, ou bien par voie cutanée lorsque la peau, par exemple, est lésée, où il y aura aussi un passage direct dans la circulation sanguine. Aussi, ça dépend de l'espèce. Il a été remarqué que l'espèce humaine, elle est très sensible à cette toxicité. Pour l'insecte, donc le fait que leurs cuticules contiennent nodules de respiration, donc il y aura le même effet observé chez l'homme plutôt. Le véhicule, bien sûr, l'adjuvant, qu'on appelle aussi le véhicule, l'adjuvant, ou surtout que nous avons parlé du butoxyl l'adjuvant synergisant, là, il est évident que les péritrénoïdes en tant que matière active qui sont diluées dans un solvant, donc qui est à base d'hydrocarbures, un solvant pétrolier, vont causer une toxicité plus importante que ceux qui sont dissous dans de l'eau. Donc, nous retenons qu'il s'agit d'insecticides neurotoxiques par contact. Ils vont traverser la cuticule de l'insecte et provoquent l'acidération immédiate qu'on appelle effet donc knockdown, puis la mort de l'insecte. Nous passons à présent, excusez-moi, donc nous passons à la toxicité. Donc, par rapport à la réversibilité de toxicité de ces toxiques-là, de ces péritrénoïdes. Donc, nous disons que la toxicité dépend de plusieurs paramètres, dont la formulation chimique de l'insecticide. J'ai parlé de ce solvant pétrolier organique qui va donc donner des symptômes heureusement réversibles pour les intoxications aiguës, cependant mal caractérisés et
inquiétantes quand même pour les cas d'exposition à long terme. Donc, il faut faire attention à leur usage à long terme, notamment au milieu professionnel. Leur faible toxicité en aigu surtout, elle est expliquée par la faible absorption de ces derniers suite donc à leur hydrolyse rapide par les estérases. Il faut savoir aussi que la plupart des péritrénoïdes ne sont pas irritants à eux-mêmes au niveau de la peau et des muqueuses et qui ne sont pas sensibilisants. Par contre, que les péritrénoïdes de groupe 2 sont plus toxiques que le groupe 1 et que cette irritation, elle est souvent imputée à l'existence d'un solvant dans la formulation. Pour une molécule donnée, la toxicité, elle va dépendre de la nature de l'isomère, comme nous l'avons déjà dit, et du véhicule utilisé pour l'administration. Toujours en ce qui concerne la toxicité, mais cette fois-ci selon le type de péritrénoïde, groupe 1 ou groupe 2, quel qu'il en soit, de groupe 1 ou de groupe 2, nous pouvons observer lorsqu'ils sont surtout dilués dans des solvants, un effet irritant au niveau des tissus superficiels, au niveau de la peau, des voies aériennes et de l'œil. Par contre, nous allons parler des pyrétrines naturelles qui, à cause de leur structure chimique à base de lactone sesquiterpénique, vont être plus allergisants par rapport aux péritrénoïdes de synthèse où aucun cas d'eczéma au milieu professionnel ou d'asthme ont été rapportés. Quelles sont les différences? Il faut savoir qu'on parle d'un syndrome T pour le groupe 1 et d'un syndrome CS pour le groupe 2, et ceci en relation directe avec la symptomatologie qui en résulte. Le syndrome T par rapport au tremblement généralisé, on aura carrément donc un état de prostration qui va précéder la mort dans certains cas chez l'être humain. Et les parasthésies, donc, au niveau du visage, ce sont des signes d'alarme, ce sont des fourmillements, une sensation de fourmillement au niveau du visage. C'est un signe d'alarme d'une intoxication aux péritrénoïdes. L'apparition des symptômes a été donc rapportée à 1 jusqu'à 2 heures après l'exposition et la disparition de ces symptômes, elle ne dépasse pas les 24 heures et se fait de façon spontanée lorsqu'on est devant une intoxication par les dérivés du groupe 2. Cependant, lorsqu'il s'agit d'une intoxication par les péritrénoïdes du groupe 2, là, on va parler d'un syndrome CS par rapport à la salivation profuse, l'incoordination, les convulsions qui vont précéder la mort dans certains cas. Alors, nous avons parlé de dérivés péritrénoïdes de groupe 2 plus toxiques de groupe 1. Nous avons aussi parlé d'un syndrome CS observé pour le groupe 2 par rapport ou à contrario d'un syndrome T du groupe 1. D'une manière générale, les pesticides péritrénoïdes, lors d'une exposition ou suite à une exposition aiguë, nous allons observer donc des tremblements, une salivation excessive, une chorioathétose et une paresthésie. Et je vous ai dit que ça dépend aussi de plusieurs facteurs qu'il faut aussi retenir. En chronique, il a été donc, par rapport à leur toxicité neuronale, rapporté donc un effet, une toxicité neurodéveloppementale, surtout chez l'enfant et chez le fœtus, une toxicité donc reproductive et une toxicité endocrinienne. Bien que les mammifères puissent être sensibles à une exposition à long terme aux péritrénoïdes, ils en sont partiellement protégés en raison de leur lente absorption cutanée, de leur métabolisation rapide et de l'extraction sous forme de métabolites. Voici un schéma qui récapitule la symptomatologie due à l'intoxication aiguë aux péritrénoïdes et celle de l'exposition chronique. Donc, nous avons parlé d'une guérison ou disparition spontanée jusqu'à 24 heures. Ça peut aller jusqu'à 48 heures, surtout pour les molécules les plus lipophiles et les molécules de groupe 2. Nous avons parlé de la paresthésie qui constitue un signe d'alarme. Suite à l'ingestion, nous allons observer une hypersalivation avec des maux de gorge, des nausées, des douleurs abdominales, des convulsions, un coma
sont observés à dose élevée et surtout pour le groupe 2. Par inhalation, on peut parler d'une irritation et d'un asthme si on y est prédisposé et si la formulation contient un solvant. Les tremblements sont rapportés aussi à dose élevée. La mort peut survenir à des doses très élevées, par exemple pour cialotrine à 55 mg par kilo. Des réactions cutanées bien sûr locales, donc des allergies peuvent aussi être observées et nous avons dit dans quel cas. La toxicité chronique, il faut savoir qu'il existe des symptômes non spécifiques type nausée, étourdissement, démangeaison, perte de mémoire et immunité, des réactions immunitaires, des perturbations endocriniennes, de la fonction thyroïdienne, de l'activité oestrogénique et avec un effet androgénique, mais aussi une neurotoxicité développementale avec des troubles d'apprentissage combinés à un déficit d'attention, des problèmes comportementaux. Il a été rapporté un index inférieur à celui d'un enfant de 3 ans, une cancérogénicité potentielle comme des leucémies, des cancers de la thyroïde, des testicules, de la prostate et un effet mutagène pour la permétrine. Comment peut-on poser le diagnostic d'une intoxication à ces péritrénoïdes et comment prendre en charge ces cas? Il faut savoir que, comme pour tout cas d'intoxication, il faut tout d'abord commencer par l'anamnèse, l'interrogatoire qui ramène beaucoup d'informations qui vont orienter non seulement l'analyse toxicologique, mais aussi la prise en charge de l'intoxiqué en déterminant l'étiologie de l'intoxication. Bien sûr, après l'anamnèse, on procède à l'examen clinique, à la recherche d'une anomalie d'ordre symptomatique. Et dans certains cas, lorsque le laboratoire est bien équipé, donc on peut rechercher analytiquement parlant les péritrénoïdes dans les milieux biologiques, dans l'environnement, mais ceci reste quand même exceptionnel. Souvent, on se contente de la prise en charge symptomatique de l'intoxiqué. Le traitement, il faut tout d'abord lutter en cas de projection, lutter contre l'absorption du toxique par un lavage abondant lorsqu'il s'agit d'une contamination cutanée et par l'ingestion du charbon activé et l'évacuation digestive du charbon activé lorsque c'est par ingestion. À noter que l'évacuation digestive est contre-indiquée. Pourquoi? Pour 2 raisons, par rapport à l'effet irritant du produit et par rapport au risque d'inhalation, c'est-à-dire le risque de pneumopathie d'inhalation qu'il faut éviter par cette évacuation digestive. Une aspiration gastrique peut être envisagée après intubation trachéale en cas d'intoxication par un péritrénoïde de groupe 2, en cas d'un volume ingéré important et en cas d'une ingestion récente qui ne dépasse pas l'heure suivant l'ingestion du produit. Le traitement symptomatique, bien sûr, pour le maintien des fonctions vitales, dans certains cas, on procède à l'oxygénothérapie en cas de troubles respiratoires, des contrôles des convulsions par un anticonvulsivant comme le diazépam, la correction du déséquilibre acido-basique et de l'hypokaliémie en cas de forte diarrhée et de vomissement excessif, l'atropinisation légère en cas d'hypersalivation et bien sûr en cas d'hyperthermie ou hyperthermie aussi traiter le malade. Il faut savoir qu'il n'existe pas d'antidote contre les péritrénoïdes qui sont insecticides. Et je vous remercie. Donc, chers abonnés, chers étudiants, restez branchés et suivez donc l'actualité du monde de la toxicologie. Je vous remercie.